Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Un fil à la patte aura été le grand succès de cette année à la Comédie Française, tandis que rien qu'à Paris, 3 autres salles affichent des pièces de Feydeau. Et Franck Ferrand a donc choisi aujourd'hui sur Europe 1 de nous parler de l'homme qui se cache derrière ce succès qui n'en finit pas. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Tout le monde connaît le nom de Georges Feydeau, mais qui peut se vanter de bien connaître l'homme ? Notre invité, certes, qui est le grand biographe de Feydeau, qui d'ailleurs a levé la main au moment où j'ai posé la question. Et d'ici quelques minutes, on peut dire d'ici une petite heure, oui. Vous qui nous écoutez, vous ferez aussi partie des connaisseurs de Feydeau. Je fais le pari que vous aurez appris bien des choses sur l'auteur de Tailleur pour dames, Monsieur Chasse, L'Hôtel du Libre-Échange, La Dame de chez Maxime, La Puce à l'oreille, On purge bébé, etc. Autant de machines à rire, bâties et remontées comme des mécaniques très précises, mais qui nous cachent généralement leur concepteur. Alors vous savez que vos réactions et vos questions sont les bienvenues dans cette émission. Envoyez-les nous par internet. Le moment est donc venu de frapper les 3 coups. – 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. C'est un souvenir de jeunesse très fort pour moi, très marquant. J'allais au théâtre à Paris pour la première fois, c'était en 1985, et l'on donnait, 90 ans après, Le Dindon de Georges Feydeau, dans le théâtre même où la pièce avait été créée, au Palais Royal, sous les figures sculptées, sous les ors un peu fanés, et au milieu des velours tout à fait belle époque de cette salle mythique. C'est la distribution, je vous dis tout de suite, qui m'avait attiré. Robert Lamoureux, Pierre Mondy, Yolande Folliot, Claude Jansac, Pierre Tornade, Corinne Le Poulain, Jean-Luc Moreau et quelques autres, tous emportés dans ce tourbillon qui, dès le premier acte, avait conquis la salle. Au deuxième acte, vous savez, c'est le moment où il y a ce décor de chambre d'hôtel avec la fameuse alcôve et le lit équipé d'une sonnerie, les quiproquos en cascade, les coups de théâtre ahurissants provoqués par les mensonges de personnages évoluant au bord du précipice, jusque dans une sorte de délire absurde. Tout ça soulevait littéralement la salle de rire, et pour la première fois, j'ai vu ce que c'était qu'un public s'étouffant, pouffant, octant de rire. Les gens qui se tiennent les côtes, vous savez, qui se massent les joues, ils se soulèvent de leur siège à chaque entrée comique. Et j'ai cru sincèrement ce soir-là avoir assisté à un moment tout à fait unique et qui ne pouvait pas se reproduire. Or, 26 ans plus tard, j'ai vu beaucoup d'autres pièces de Feydeau. Et souvent, sinon toujours, j'ai pu constater que la même magie opérait. Cette espèce de folie qui s'empare des acteurs, cette hilarité qui secoue la salle au rythme des situations, des répliques, et pourtant des situations et des répliques qui sont quand même celles de la belle époque. Non seulement les décors, les costumes, les expressions, les attitudes, tout ça est clairement daté, mais les situations elles-mêmes ne sont comiques que par rapport à des conventions qui sont les conventions de la bourgeoisie 1900, et qui donc a priori ne devrait faire rire que les gens de l'époque. Eh bien pas du tout. Tout ça a beaucoup évolué et néanmoins l'effet reste le même. Le miracle Feydeau s'accomplit presque à chaque représentation. Il y a là, on peut dire, quelque chose d'universel, de très puissant. Est-ce que vous imaginez depuis un bon siècle, en comptant toutes les reprises, toutes les traductions dans le monde entier, les tournées, toutes les diffusions télé avec des milliers de mises en scène, des centaines de milliers de représentations, est-ce que vous imaginez ces millions, peut-être même ces milliards de spectateurs qui se sont esclaffés, gondolés, tordus de rire à la merci de Georges Feydeau? On peut dire que ça donne le vertige. On fait dans le bruitage aujourd'hui. Oui, quelle production. Au début du siècle dernier, si vous vouliez avoir une chance de croiser Georges Feydeau, il vous suffisait d'aller traîner rue Royale, vous savez, tout près de la place de la Concorde, du côté de chez Maxime, dont il avait fait sa cantine. C'est Cocteau qui nous le raconte. Lorsque j'étais très jeune et que je rentrais chez moi, écrit Jean Cocteau, il m'arrivait de m'arrêter à la terrasse de Maxime où m'attirait un homme étrange. C'était Feydeau. Considérable, le col du par-dessus relevé, le melon basculé sur une toute petite figure, les yeux mi-clos jusqu'à n'être plus que des fentes, la moustache fine, il soulevait d'une main molle jusqu'à sa bouche sinueuse un cigare énorme.
Le restaurant Maxime était depuis longtemps le port d'attache de Georges Feydeau, qui du reste en a fait le décor du deuxième acte d'une de ses pièces, quasiment jamais jouée parce que très coûteuse à monter, La Duchesse des Folies Bergères. Dans sa belle biographie de Feydeau, Henri Gidel nous raconte justement ce décor. Ce qu'aime particulièrement le public, écrit-il, c'est le deuxième acte, car il a pour cadre le restaurant Maxim's, au décor moderne style, aux lumières éclatantes, aux fresques suggestives, aux glaces baroques, comme l'évoque Feydeau dans la notice qui précède l'acte. Le directeur du théâtre avait bien fait les choses d'ailleurs. De 80 à 100 personnes, acteurs et figurants, évoluaient sur la scène des nouveautés, pourtant exiguës, et dans une loggia reproduisant celle du Maxim's, des musiciens tziganes jouaient des valses à la mode. La Duchesse, ajoute Henri Gidel, comporte une peinture très réaliste d'une faune hétéroclite, celle des noctambules parisiens. Noceurs décavés, cherchant à taper un ami de manière à prolonger leur existence oisive, cocottes à l'affût du millionnaire, en francs or, policiers des mœurs, habillés en bourgeois qui surveillent tout ce monde interlope, garçons, maîtres d'hôtel et jusqu'au directeur de l'établissement qui apparaît ici sous son vrai prénom, sans oublier les diplomates vrais ou faux, les noceurs d'occasion qui viennent envahir la salle en compagnie de cette duchesse d'une noblesse si récente qu'est la môme crevette. La môme crevette. Ce tableau impitoyable, grouillant de vie, très cinématographique, très félinien avant la lettre, nous dit Henri Gidel, et d'autant plus véridique qu'il émane, on l'a vu, de l'expérience personnelle de l'auteur, de sa table chez Maxim's postée derrière les nuages développés par son énorme Havane. Il observe d'autant plus qu'il parle moins. Sa vision est parfaitement lucide, car sa sobriété est intégrale. Il s'est entendu avec le directeur, la bouteille de Dom Pérignon qu'on lui apporte est factice. Elle ne contient que de l'eau gazeuse, légèrement colorée. Mais il en fait commander d'autres, de vraies celles-là, lorsqu'il reçoit ses amis qui ne partagent pas tous ses goûts spartiates. Quand son dîner s'achève, Georges Feydeau ne se hâte pas de rentrer se coucher. On le voit volontiers à la taverne chez Hans, chez Paul, au Critérion, à la Calisaïa, au Capitole, voire dans d'obscurs bistrots des Halles, de Vaugirard, parfois même de la Villette. L'auteur n'est pas pressé de rentrer chez lui. Il faut dire que depuis septembre 1909 et sa séparation d'avec Marianne, sa femme, il n'en a plus vraiment de chez lui. Il vit à l'année dans un grand hôtel du quartier de la Gare Saint-Lazare, le Terminus, dont il s'était justement inspiré pour ce fameux deuxième acte du Dindon, la pièce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est à l'époque, le Terminus, c'est le palace le plus moderne de Paris, truffé d'ascenseurs avec des cafés et des brasseries intégrées, et Feydeau y occupe l'appartement 189. Alors avec surprise, j'ai appris en préparant cette émission qu'à l'époque, Georges Feydeau, qui toute sa vie a été un don Juan, impénitent trousseur de jupons, s'était reconverti et qu'une fois installé au Terminus, il préférait la chasse aux jeunes liftiers et aux garçons d'étage. Ça fait partie des mystères d'un homme très difficile à cerner finalement, ambigu, ambivalent, ambidextre peut-être sur le plan des mœurs. Marcel Achard, qui à l'époque était jeune journaliste, décrira le capharnaüm régnant dans cette suite 189 à l'époque de la Grande Guerre. Je cite à nouveau la biographie d'Henri Gidel. Sur les tables, nous dit-il, s'étale une collection de petits pots en faïence, mais aussi les 250 flacons de sa collection de parfums. Des toiles, encadrées ou non, de peintres modernes, des impressionnistes jusqu'à Utrillo. Outre les pots de faïence, les flacons de parfum et les toiles, il y a sur les tables des piles de livres en équilibre précaire et par terre, encore d'autres piles de livres. On marche sur les livres, c'est un mur de livres. Les meubles, y compris le bureau, en sont tellement couverts que pour écrire, Georges doit se servir d'une planche à dessiner qu'il dispose par-dessus les volumes, mais il doit alors, pour être à niveau, exaucer sa chaise avec des dictionnaires. Dans un coin, sous une lampe, brille une armure qui aurait pu appartenir au chevalier Bayard. Achard demande à Feydeau si la jeune génération lui semble supérieure ou inférieure à celle qui l'a précédée. Il répond « La jeune génération est très inférieure à la nôtre, parbleu !» Puis il ajoute avec son drôle de sourire « Tout de même, si je pouvais en faire partie !» À cette époque, et ça n'est pas encore à mettre sur le compte des dérangements mentaux que la syphilis fera bientôt subir à Georges Feydeau, à cette époque, l'auteur raconte à qui veut l'entendre qu'il est en vérité un fils naturel de Napoléon III.
Est-ce que c'est sa mère qui lui aurait révélé ce secret de famille ? Eh bien, c'est en tout cas ce qu'il affirme. Et le plus étonnant, c'est que la chose paraît plausible. Qui était la mère, l'extravagante mère de Georges Feydeau ? Dans quel milieu a-t-il passé son enfance ? Comment est-il tombé tout jeune dans le chaudron du théâtre ? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Ces pièces sont des classiques du théâtre comique, mais qui est véritablement Georges Feydeau ? C'est ce que nous révèle le récit d'Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Alors justement, Julia, je vous avais promis de lever le voile sur le premier personnage déterminant de la drôle d'existence de Georges Feydeau. J'ai bien dit drôle d'existence, pas forcément une existence très drôle, nous allons le voir, c'est un paradoxe. Sa mère, la ravissante Leokadie Zalewska, une jeune juive polonaise âgée de 21 ans quand elle croise à une soirée chez le vicomte de Calonne, qui est le directeur de la revue contemporaine, un veuf d'une quarantaine d'années. Cette mère, donc, est un personnage extraordinaire. Alors, le bonhomme qu'elle croise, c'est un certain Ernest Feydeau, évidemment, qui est courtier en bourse, du reste assez riche. Il a fait, comme tous ces gens, on est à cette époque du Second Empire où les fortunes en bourse, je vous renvoie à Zola, évidemment, peuvent être assez brillantes et rapides. Un homme qui, par ailleurs, se pique d'être un auteur de fresques réalistes, à la Zola, précisément. Ernest Feydeau a connu un grand succès 3 ans plus tôt avec son roman Fanny. La réputation de la très belle Leokadie est des plus douteuses, en tout cas aux yeux d'une certaine bonne société. Pour les gens bien, elle est au mieux, on va dire, une femme galante. Et dans la mesure où l'on sait qu'elle a été la maîtresse du duc de Morny, donc le demi-frère de l'empereur, rien n'empêche a priori qu'elle ait pu avoir effectivement un enfant naturel avec Napoléon III. Mais rien ne le prouve non plus. En tout cas, lorsqu'il l'a épousée en janvier 1861, Ernest Feydeau s'est exposé aux pires médisances, surtout que les mauvaises langues ne manquent pas autour de lui, à commencer par les frères Goncourt, qui l'épinglent à longueur de page dans leur célèbre journal. Voici par exemple ce que nous disent les Goncourt de l'appartement occupé par le nouveau couple face au parc Monceau. C'est à la fois un appartement de grande courtisane et de grand faiseur, écrivent-ils, ce qui est terrible. Quelque chose de riche et de louche, qui, du lit de la femme au cabinet de l'homme, sent l'argent des autres. Un appartement de filles et d'artistes, un luxe de bibelots malsains, une artisterie de boursiers, pour ainsi dire, avec je ne sais quoi qui sonne faux et semble louche, qui sent l'homme putain. Sur un meuble de boule tout cramoisi, les livres de Ernest Feydeau, remontés en grands in-quarto, comme pour se grandir par le format. Que de talent et que de méchanceté dans ces lignes exécutées. On imagine en tout cas assez bien ce cadre dans lequel sont élevés les 2 enfants d'Ernest et Leocadia Feydeau. Donc Georges, qui naît en 1862, et puis sa petite sœur Diane Valentine, qui plus tard, vous savez, va devenir la grande amie de Colette. Une petite sœur dont Georges fait d'emblée son souffre-douleur. Il faut vous dire que c'est un enfant qui certes est très beau, mais insupportable, désobéissant, pénible, presque violent. De nouveau les Goncourt. Toujours plus beau le petit Feydeau, les cheveux encore plus blonds et plus frisants de boucles d'or, habillé de soie violette, trépignant, criant, faisant rouler sur le pavé de marbre le bruit agaçant d'un cheval de bois, et, à notre demande des nouvelles de son père, le délicieux petit ange nous dit avec l'énorme sans-cœur d'un enfant terrible « Papa, ah, papa, il est très malade. Il est très malade » et aussitôt il recommence à secouer son cheval. Il faut dire qu'en effet, Ernest Feydeau, aux prises avec de multiples difficultés et même une campagne de presse, a été frappé d'une attaque qui l'a rendu hémiplégique. Du reste, il ne tardera pas à mourir à l'automne 1873. À ce moment-là, Georges a donc 11 ans. Et c'est toujours Goncourt, alors cette fois Edmond Goncourt, car son frère Jules maintenant est mort, c'est lui qui nous raconte les obsèques. On est donc le vendredi 31 octobre 1873. « De ma vie, écrit Edmond Goncourt, je n'ai vu quelque chose de comparable à la beauté et à l'insensibilité de l'enfant de Feydeau derrière le cercueil de son père. Pas une larme n'a mouillé ses yeux de femme, et le petit être si joli et si sec, coquetant avec le bouquet de violettes de la bière, me semblait dans sa grâce cruelle comme la vivante allégorie d'un cœur de courtisane. Bien certainement, cet enfant a été conçu pendant l'élaboration d'une carotte,
une carotte, c'est-à-dire une ruse, de sa charmante mère. Une charmante mère qui ne va pas tarder à se remarier avec un soupirant qui se languissait depuis pas mal de temps déjà, Henri Fouquier, un journaliste libéral de Marseille à la barbe blonde. Alors, comment est-ce que Georges a vécu ? Au fond, comment est-ce qu'il a réellement perçu la mort de ce père, le remariage de cette mère ? Son niveau médiocre, et c'est le moins qu'on puisse dire, au lycée Saint-Louis, où il est à l'époque interne, doit-il quelque chose à des souffrances rentrées, cachées, enfouies en lui ? En vérité, rien n'est moins sûr. La seule chose qu'on puisse affirmer, c'est que depuis toujours, il a été marqué, enfin depuis toujours, en tout cas depuis qu'il a assisté à une représentation théâtrale, il ne s'intéresse plus de près ou de loin qu'à l'art dramatique. Il écrit sur son cahier de drame l'ébauche de ce qui plus tard deviendra un morceau majeur du répertoire. Il n'avait pas loin de 7 ans, nous dit Henri Gidel. Jusque-là, c'était Marie, une jeune gouvernante d'origine allemande qui lui servait d'institutrice particulière et tentait de lui enseigner à lire, à écrire et à compter. Mais cet enfant terrible était d'une nature particulièrement indocile. Il préférait frapper sa sœur Valentine, que les Goncourt nous montrent l'œil tout noir d'un pochon reçu de son frère. Cependant, un soir, Marie le conduisit au théâtre. Ce fut le coup de foudre, comme il le raconta plus tard. Que jouait-on ? Je l'ai oublié, mais je revins enthousiasmé, j'étais touché. Le mal venait d'entrer en moi. Le lendemain, poursuit Georges Feydeau, car c'est lui qui nous raconte l'anecdote, après n'en avoir pas dormi de la nuit, dès l'aube, je me mis au travail. Mon père me surprit, tirant la langue, et d'une main fiévreuse, décrépant mes cheveux emmêlés par l'insomnie, j'écrivais une pièce, tout simplement. « Que fais-tu là ?» me dit mon père. « Une pièce de théâtre, répondis-je avec résolution. » Quelques heures plus tard, comme l'institutrice chargée de m'inculquer les premiers éléments de toutes sciences en usage, une bien bonne demoiselle, mais combien ennuyeuse, venait me chercher. « Allons, monsieur Georges, il est temps. » Mon père intervint. « Laissez Georges, dit-il doucement, il a travaillé ce matin. »« Il a fait une pièce, laissez-le. » En vérité, laissez-le. Des pièces, Georges Feydeau en fera bien d'autres. La première par la fenêtre est jouée dès 1882, il a seulement 19 ans. Son premier succès viendra 4 ans plus tard, avec Tailleur pour Dame, évidemment, au Théâtre de la Renaissance. Une pièce encore dans l'esprit de ces pièces du Second Empire, vous savez, dans la verve de La Biche, qui lui vaut du reste les encouragements du grand dramaturge. Mais c'est après son mariage avec Marianne que viendront les grands succès, Monsieur Chasse, Champignol malgré lui, Le Système Ribadier, en attendant les triomphes comme Le Dindon, La Dame de chez Maxime, La Puce à l'oreille, etc. Ce mariage, le 14 octobre 1889, fait entrer Georges Feydeau dans un univers qu'il apprécie plus que tout, celui de la peinture. Et ça, c'est une affaire sur laquelle revient amplement Henri Gidel. Il a raison. En effet, Georges Feydeau sera non seulement un très grand collectionneur, avec peut-être quelque chose d'un peu compulsif, comme souvent les collectionneurs, mais aussi un peintre du dimanche, à la fois conscient de ses limites, certes, mais très heureux, béat de peindre. On peut dire que ce sera son vrai plaisir. Eh bien, qui épouse-t-il, cet amoureux de la peinture ? Il épouse la fille d'un des plus grands, des plus célèbres peintres de son temps, la gloire de la peinture française du temps, qui était Carolus Duran. C'est d'ailleurs un portrait de Feydeau par Carolus Duran qui orne la biographie, dans la série donc Grande biographie chez Flammarion, que Gidel consacre à Feydeau. Henri Gidel est avec nous dans ce studio et dans un instant, nous allons pouvoir prendre à bras le corps, si je puis dire, cette œuvre extraordinaire, cette œuvre composée de quelques-unes des plus grandes œuvres comiques de tout notre répertoire. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck, pas de quiproquo, de coup de théâtre sur Europe 1. Nous vous retrouvons, comme convenu, avec Henri Gidel. Ni de porte qui claque, ou d'escalier qu'on dévale, enfin, etc. Vous connaissez cet univers mécanique, criant et surtout riant des pièces de Feydeau. Merci beaucoup, Henri Gidel, d'être des nôtres. Et merci beaucoup d'avoir ressuscité non seulement Feydeau du reste, mais un certain nombre des gloires de notre théâtre populaire, du boulevard du Vaudeville. Je pense évidemment aux deux Guitry qui ont fait également l'objet chez vous d'une très belle biographie croisée. Georges Feydeau aujourd'hui est plus présent que jamais. On n'a finalement quasiment jamais été enjoué. C'est incroyable. On a l'impression qu'il ne veut pas du tout décrocher de l'affiche et ça continue à faire rire les gens. Moi, c'est ce qui me fascine. Oui, ce que vous dites est juste, mais je crois que ces propos que vous venez de tenir, et il est assez amusant de constater
que je les ai entendus déjà il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans. Et chaque fois, on dit jamais on a autant joué Feydeau. Donc, vous voyez, je crois qu'on le joue pas. On le jouait Toujours. déjà énormément. Et contrairement à ce qu'on raconte, il n'y a jamais eu de purgatoire Feydeau, même après sa mort et jusque. Il meurt en 1921. Nous allons voir tout à l'heure dans quelles conditions. Et certains ont dit, c'est vrai, on ne l'estimait pas, mais on le jouait quand même beaucoup en province, à Paris aussi, mais on considérait que c'était un auteur absolument. On le traduit aussi, c'est incroyable. Il est joué dans le monde entier. Il est traduit dans un grand nombre de langues. Songez que par exemple en anglais, il y a 2 traductions de Feydeau, rien qu'en anglais, vous voyez. Et d'autre part, il y a pas mal d'universités américains qui ont fait des thèses sur Feydeau. Un extrait d'invitation à la valse signé Karl Maria von Weber sur Europe 1. Avec ce rythme enlevé qui correspond assez bien, je trouve, aux pièces de Feydeau qu'on doit jouer sur un rythme toujours trépidant. Alors, nous allons parler longuement pendant toute la deuxième partie de cette émission du théâtre de Georges Feydeau. Comment se construisaient ces pièces avec l'histoire parfois assez extraordinaire et même rocambolesque de l'écriture de certaines d'entre elles. Vous savez qu'il lui arrivait d'écrire un acte, puis 2, et de tout laisser en plan. Les comédiens se réunissaient, commençaient à répéter, et le troisième acte n'était toujours pas écrit, ce qui empêchait de dormir les directeurs de théâtre, vous imaginez bien, notamment le pauvre Michaud, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Tout ça avec Henri Gidel dans la deuxième partie. Mais ce que j'aimerais qu'on dise là dans les quelques minutes qui nous restent avant le flash de 14h, c'est à quel point Feydeau aimait la peinture. Et on a ce très beau portrait de son beau-père, de Feydeau par son beau-père sur la couverture de votre biographie, Henri Gidel. En fait, c'était sa passion. Vous êtes d'ailleurs, vous, venu avec le catalogue d'une vente des œuvres qui faisaient partie de sa collection. C'est cela. Oui, comment est-il venu à la peinture? C'est-à-dire qu'il s'y intéressait déjà beaucoup. Et alors, il a pris des leçons de peinture chez son futur beau-père, chez Carolus-Duran, qui avait un atelier à Montparnasse, rue Jules Chaplin, il y a encore une plaque. Et c'est là qu'il prenait le saut de peinture auprès de Carolus-Duran, qui était à l'époque un des plus grands peintres. Le grand portraitiste de l'époque. Il fallait passer par l'atelier de Carolus-Duran. Bon. Si on ne faisait pas partie du tout Paris, si on n'avait pas eu au moins son portrait par Carolus-Duran, sinon c'était rien. Alors il faisait payer des sommes absolument monstrueuses, mais on n'imagine pas. L'équivalent de millions d'euros aujourd'hui, vous dites. Absolument, oui. Mais alors là, c'était la consécration. Il y a d'ailleurs un très grand portrait, un grand tableau de famille que vous décrivez, peu dans l'esprit de Velázquez, qui était, dit-on, le modèle, le maître à travers les siècles de Carolus-Duran, qui représente l'ensemble de la famille du peintre et le peintre lui-même du reste. Et on voit, évidemment, à l'extrême droite de ce tableau, on aperçoit parce qu'il est presque moins visible que les autres, le gendre impossible, le Georges Feydeau. Oui, et il semble absent, il semble distrait. Je crois qu'il est dans son monde. Je crois d'ailleurs que pour devenir Feydeau, il faut bien avoir un monde particulier, un univers spécial. Oui, vous décrivez très bien la façon dont il s'inspirait du reste. Il prenait comme ça, à droite et à gauche, des modèles, et puis il laisse mûrir les pièces pendant des mois, parfois pendant des années, et au moment de l'écrire, alors là, quand même, il s'isole. Il va très vite. Et c'est là qu'il se plaint d'entendre les criailleries de sa marmaille. Alors on reviendra à tout ça tout à l'heure. Juste un mot sur Feydeau, peintre, car lui-même a peint aussi. Ah oui, alors justement, il disait je fais de très mauvaises peintures, mais peu importe, il éprouvait une jouissance particulière à peindre, et il aimait sur la Côte d'Azur notamment. Et notamment sur la Côte d'Azur, parce qu'il allait dans une propriété appartenant à son beau-père,
qui se trouvait à Saint-Égulphe. Alors, il en a profité pour faire pas mal de paysages marins de cette région. C'est un sublime endroit, surtout à l'époque. J'ai vu quelques-uns des tableaux de Feydeau chez le regretté Alain Feydeau, qui était son petit-fils, qui est malheureusement qui a disparu il y a, je crois, quelque chose comme 2 ans. Oui, en 2008, oui. Voilà, et qui 3 ans et qui repose au cimetière Montmartre, le cimetière des artistes. De reste. Oui, dans la même tombe. Et alors, ça ressemble à quoi ces tableaux? Ces tableaux, ce sont d'un caractère relativement banal, mais enfin, c'est une peinture très honnête. Mais il sait très bien qu'il fait une peinture médiocre, il le dit lui-même, il n'a aucune prétention de ce côté-là. Georges Feydeau fait une peinture médiocre lorsqu'il a un pinceau dans les mains. En revanche, lorsqu'il s'agit de peindre et de dépeindre, et d'être parfois très mordant envers les travers de ses contemporains, alors là, la peinture est très haute en couleur. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que les figures qu'il a croquées sont définitivement immortelles. On parlait tout à l'heure de la môme crevette, il y en a un certain nombre d'autres. Nous allons venir avec tous ces personnages, ces intrigues, ces rebondissements, juste après le flash de 14h. – 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Feydeau aux éditions Flammarion est le titre de la biographie signée par notre invité sur Europe 1, l'historien du théâtre Henri Gidel, Franck. Henri Gidel qui montre très bien à quel point Feydeau s'est lancé dans cette écriture, mais vraiment dans l'enfance. C'était sa façon à lui d'échapper aux devoirs parfois ou aux punitions paternelles, du reste. Oui, mais absolument. Oui, mais c'était pas uniquement pour cela, bien sûr. Et alors, je raconte dans mon livre, c'est une note assez amusante, il avait imaginé déjà des intrigues qui montraient en lui le futur vaudevilliste. Il imagine une intrigue médiévale qui est assez amusante. Il y a un seigneur qui part pour la croisade, mais il a oublié je ne sais quel élément de son armure, il revient et il trouve sa femme couchée avec son page. Alors, on pourrait croire qu'avec sa hallebarde ou son glaive, il va zigouiller tous. Il va zigouiller sa femme et l'amant de sa femme, mais pas du tout. Il prend les choses très bien. Il prend d'un côté, il prend par la taille sa femme d'un côté, le page de l'autre, et il dit je reste. Comme ça, nous serons heureux tous les trois. Et c'est un gamin de 8 ans qui imagine une intrigue pareille. C'est quand même effarant, ça. Mais ça ne peut même pas s'expliquer, ça. On peut dire qu'il a le génie de l'intrigue. Oui, il a le génie, puis tout de suite. Il dit lui-même, parce qu'il a donné des interviews longues et passionnantes où il décrit la façon dont il travaille, il dit lui-même que c'est presque une déformation d'esprit chez lui et qu'il n'y prend pas toujours un grand plaisir, contrairement à la peinture dont on parlait tout à l'heure. Là, finalement, créer des intrigues, c'est plutôt du travail, voire du labeur pour lui. Ça l'embête. Il dit, je travaille comme un chimiste, voilà. Dans son laboratoire, je fais un laboratoire, et puis alors ça l'embête tellement que finalement qu'il a de la peine, comme vous disiez tout à l'heure très justement, à finir ses pièces. Mais comme il doit signaler aussi qu'il a beaucoup d'esprit. Je cite abondamment ses traits oui, alors très on drôles. connaît certains de ses traits d'esprit amusants. Par exemple, d'une dame dont on dit que son petit garçon est toujours dans ses jupes, il dit qu'il y reste, il y fera de belles rencontres. On dit d'une autre qu'elle respire la vertu, il dit oui, mais elle s'essouffle vite. Oui, c'est drôle. Quelle formule. Oui. Et alors, par exemple, un directeur de théâtre qui est épouvanté parce que les 2 premiers actes sont en répétition, le 3e n'existe pas, il lui dit patience, je termine le 2e entr'acte. Et ces mots d'auteur, évidemment, émaillent les pièces, mais ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas ce qui reste. Vous avez d'ailleurs fait une sorte d'anthologie des mots d'auteur de La puce à l'oreille, je crois. Et c'est très intéressant parce que on se rend compte que c'est quand même émaillé de très beaux mots, d'esprit, etc. Or, quand on sort de la représentation, ce qu'on a retenu, ce sont des situations incroyables, des personnages qui s'enferment dans des mensonges de plus en plus intenables, des rencontres qui ne doivent absolument pas avoir lieu et qui, bien entendu, ont lieu toutes les 5 minutes. Enfin, et ce sont des cascades de situations. C'est-à-dire qu'on est à peine remis d'une grosse crise de rire qu'une autre arrive encore plus forte. C'est cela. C'est presque
presque malsain. On dit qu'à une représentation du Dindon, je ne sais plus laquelle, la 5e ou 6e représentation, il y a un monsieur qui serait mort d'une crise cardiaque, mort de rire. Oui, mort de rire, oui, absolument. C'était déjà arrivé d'ailleurs pour celui qu'admirait beaucoup Feydeau, c'est-à-dire Eugène Labiche. Oui, bien sûr. On citait déjà au cours d'une de ses pièces un homme qui était mort de rire également. Vous voyez, ce sont les deux auteurs assassins. Avec constamment l'absurde qui est là, présent. On a l'impression parfois que le réalisme se perd un peu dans des situations de plus en plus dépourvues de sens, et peut-être quelque chose d'assez ambigu derrière, voire d'un peu tragique. On peut dire, et d'ailleurs ça a été dit, que Feydeau écrivait ses comédies comme des tragédies, dans le sens où elles sont quasiment mathématiques en fait, et inéluctables. C'est ça, il y a une espèce de fatalité comique. Ces personnages se trouvent pris dans une espèce de déterminisme. Ils ne peuvent pas faire autrement, et ils subissent cette espèce d'enchaînement qui les mène à la catastrophe. Alors, cette écriture dramatique, elle vient très tôt, mais évidemment, les premières pièces de Feydeau ne sont pas forcément des grands succès. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, il a mis un certain temps, n'exagérons rien, mais enfin, il a écrit pas mal de pièces. Il a un collaborateur pendant longtemps quand même, il faut le dire oui, aussi. Mais ça se faisait. Oui, bien sûr, mais ça n'est pas une critique, mais il faut le dire. Ça n'est pas exceptionnel. Il y a même, que je crois, une thèse a été écrite, des livres ont été écrits sur la collaboration au théâtre, et c'était absolument courant. Si vous regardez par exemple les œuvres de Labiche, presque toutes sont écrites avec quelqu'un, et même quelquefois avec deux personnes, et même quelquefois au cours du 19e, il y avait des vaudevilles qui étaient écrits par 3, 4, voire 5 personnes. Néanmoins, c'est quand ils se mettent à écrire seuls que Feydeau rencontre le grand succès. Il a déjà eu des succès, mais qu'il rencontre vraiment le triomphe, ça, ce sont des pièces qui sont écrites de sa main. Oui, il est parfaitement écrit et parfaitement capable d'écrire tout seul, mais je le soupçonne de s'ennuyer un petit peu, et il préfère sans doute s'amuser un petit peu avec un collaborateur, ils échangent des plaisanteries, etc. C'est plus agréable pour lui, disons. C'est le côté bon vivant de Feydeau qui devient bientôt un côté viveur, et qui finira par l'aspect noceur par lequel j'ai ouvert cette émission, puisqu'à la fin de sa vie, enfin à la fin avant de tomber vraiment malade, on peut dire qu'il mène une vie de bâton de chaise, qu'il se lève à 14 ou 15 heures, qu'il se couche à 5 ou 6 heures du matin, après avoir traîné dans tous les bars, dans tous les rades. C'est vrai ce que vous dites, mais il faudrait s'abstenir de le voir comme un véritable noceur, c'est-à-dire comme un alcoolique. Attention, vous avez eu raison de dire que chez Maxime, il ne buvait jamais d'alcool. Et j'ai eu une lettre de lui qu'il a écrite à sa femme. Il était à Bordeaux en train de surveiller les répétitions d'une de ses pièces, et il est allé au meilleur restaurant de Bordeaux. Il a eu un supplice épouvantable. Le directeur, croyant lui faire honneur, voulait lui faire goûter ses meilleures bouteilles, et il était obligé alors que pour lui c'était un supplice de boire même un demi-verre de vin. Oui, alors, faites bien de le préciser, c'est très important. Oui. Pas un octambule plutôt. Un octambule. Ne disons pas un noceur, ça aurait l'air de signifier qu'il passait son temps à boire et à draguer. Absolument pas. Alors, cela dit, draguer, il l'a fait pas mal. Alors, c'était un séducteur d'ailleurs, il était très beau, il faut dire. Oui, de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. Mais je dois ajouter quelque chose que je ne savais pas quand j'ai écrit le livre, mais c'est que son goût pour les jeunes garçons n'est pas apparu sur le tard. Mais il semble, oui, je l'ai su, mais... Parce que le livre a été écrit en 1991 et c'est une réédition. C'est ça. Et alors... 15 ans après, j'ai pu avoir des témoignages, mais je n'en ai pas fait état parce que même mais il semble que ses goûts se soient révélés infiniment plus tôt. Oui, bien sûr. Et je pense qu'il était, comment dirais-je, aussi bien porté sur les hommes que sur les femmes. Et même son divorce aurait peut-être bien été lié à toutes cela, ces affaires, bien sûr. À la fois à cela et puis à son goût du jeu. N'est-ce pas ? Il dépensait passait tout son ce qu'il temps gagnait, casino, notamment casino de Trouville. Casino, puis il allait dans les tripots, il jouait au poker. Partout. Alors, nous allons très vite redresser cette image et revenir au théâtre avec vous, Henri Gidel. Au cœur
de l'histoire revient dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, la chanson est évoquée dans Le fil à la Mais patte. oui, c'est ça. Là, on parle de cette chanson dans Le fil à la patte. Alors, Le fil à la patte, c'est déjà un Feydeau très lancé. Son premier succès, ça a été Tailleur pour dames, Henri Gidel. Oui, son premier succès, et qui a été suivi de tout de même malheureusement de pas mal d'échecs, mais... Là, on est en 86, 86, hein, c'est ça et justement, peut-être on va y 1886 pour ceux qui nous rejoindraient, 18... puisque nous parlons de Georges Feydeau. 1886, hein. Pas 1700. Alors, Tailleur pour dames a été longtemps perdu, du reste, on n'a pas... C'est une Eh bien, pièce... c'est pas qu'on l'avait perdu, mais on ne croyait pas devoir le rejouer. Oui, c'est ça. On rejouait La Dame de chez Maxime. Considérait que c'était une œuvre de jeunesse, en fait. Hein. Une œuvre de jeunesse qui n'amuserait Comme personne. Chat en poche, un peu, d'ailleurs. Oui, et Chat en poche. Alors, Tailleur pour dames, ça a été le début d'une résurrection d'un certain nombre de pièces qu'on ne jouait plus, qu'on ne jouait pas du tout, comme Chat en poche, par exemple, comme vous dites. Grâce à Bernard Murat. Alors, et heureusement, Bernard Murat a eu l'idée, n'est-ce pas, de reprendre en 1996, c'est-à-dire un siècle après, Tailleur pour dames. Et Bernard Murat est avec nous au téléphone. Bonjour Bernard Murat. Bonjour Henri. Est-ce que vous nous entendez bien ? Très bien. Voilà, parce que nous avions un petit problème, mais maintenant je crois qu'on vous entend. Oui, bon. tout à fait. Très bien. Je ne sais pas si Bernard Murat vous saluait, Henri Gidel. Eh bien, Voilà. merci. Je le salue de même. Vous dirigez bien sûr, vous, le théâtre Édouard VII. Ça fait 10 ans d'ailleurs maintenant hein, que vous êtes... 10 ans le mois dernier. Oui. Et vous avez un certain nombre de fois mis Feydeau en scène. Vous en avez été l'un des, on peut dire, l'un de ceux qui ont permis au public de rester en contact avec cette œuvre extraordinaire. Est-ce qu'on met Feydeau en scène comme un autre auteur de théâtre ? Écoutez, je crois que il est un peu fondateur du point de vue de la mise en scène, c'est-à-dire qu'il est formateur en même temps, je dirais. Il est évident que quand on a monté Feydeau, on peut monter beaucoup de choses après. Et quand on l'a monté bien, ou de façon réussie vis-à-vis du public, mais moi je sais que j'ai commencé par ça. Alors, je ne peux que renchérir là-dessus. C'est vrai que 85, Tailleur pour dames, ça a été un travail passionnant. À la fois, vous savez que l'histoire, c'est que Jean Poiret a voulu rajouter... Oui, Jean Poiret avait mis un peu son grain de sel dans l'histoire. Voilà, oui. Alors, c'était très amusant parce que... Enfin, amusant. Avec le recul, maintenant, je dis que c'est amusant pour moi, ça a été des heures d'angoisse. Oui, bien sûr. C'est que j'avais affaire à Alain Feydeau, qui était le sosie de son grand-père, oui. un être charmant qui est trop tôt disparu il y a Et tout en finesse. Tout en finesse, merveilleux acteur, et qui m'avait donné les droits alors que c'était ma première mise en scène. Et puis on fait une lecture, et Jean Poiret est venu, puisque c'était comme un grand frère pour moi, il est venu à cette première lecture, et à la fin de la lecture, il m'a montré sa montre. Alors je ne comprenais pas pourquoi il montrait la montre, j'ai un rendez-vous, il me dit non, regarde, ça fait 1h10. Donc c'est pas possible, tu peux pas jouer une pièce d'1h10. Il fallait la rallonger un peu. Il fallait la rallonger un peu. Alors il a fait ça, et bien évidemment, on avait du mal à avouer à Alain Feydeau qu'on allait toucher au grand oui, Georges. évidemment, oh là là. Bien évidemment. Et en fait, on lui a jamais avoué. Ah bon? Il y a eu 2 repas où on devait absolument lui dire les choses, et je voyais mon Jean parler, mais... et ne jamais rien. venir au et moi, sujet. J'étais effaré parce que je me disais, qu'est-ce qui va se passer le jour de la première? Et en fait, Alain Feydeau n'est pas venu le jour de la première, il est venu 4 jours après. Je me souviens, c'était un samedi en matinée, et où on avait, c'était miraculeux, il y avait un nombre de jeunes et d'enfants de la salle qui était incroyable. Et je crois que c'est une des représentations qui a fait plus rire le public. Et il s'est bien aperçu qu'il y avait 3 quarts d'heure de plus. Et tout a été coulé dans le rire, en quelque sorte. Et tout pris dans le rire. Et dire... Alain est venu dans les loges, il a félicité tout le monde, et nous n'avons jamais parlé de ça. Il faut dire que le talent de Jean Poiret, et puisque c'est l'occasion de le dire aussi, c'était quelque chose de phénoménal également. Il y avait la même grâce chez Poiret, évidemment. Bernard Murat, moi je me rappelle évidemment votre mise en scène à Marigny de La Dame de chez Maxime, qui était tout à fait extraordinaire, avec Marianne Chazelle notamment, Christian Clavier, etc. C'était un moment extraordinaire. C'est un très beau souvenir aussi.
c'est 92, je crois. On aimerait partager 90, ces souvenirs plus longtemps, mais malheureusement, la liaison téléphonique est vraiment très mauvaise et on me fait donc signe que malheureusement, on ne va pas pouvoir continuer. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir fait ce clin d'œil. Et je rappelle qu'en ce moment même, la pièce que vous avez mise en scène, Le Prénom de Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, est jouée en ce moment, donc jusqu'au 11 juin. C'est évidemment à Édouard VII. Merci beaucoup. À bientôt, Bernard Murat. Au revoir, Bernard. Oui, nous, on avait du mal à entendre Bernard Murat. C'est assez extraordinaire, ces pièces qui étaient très courtes, du reste, parce qu'on en jouait plusieurs au 19e siècle, dans la même soirée. Oui, mais oui, justement, il faut le dire ça à nos auditeurs qui peut-être pas, mais peut-être les plus âgés d'entre nous se rappellent que même à la Comédie Française, il y avait toujours un lever de rideau. En un acte. On jouait souvent, par exemple, un Musset, choses comme ça, quoi, avant la grande pièce. Avant la grande pièce, qui faisait un entracte de plus, en fait. Dites-moi, au fait, c'est comme au cinéma. Je me souviens de l'époque où on n'avait pas seulement un grand film, mais on avait aussi un documentaire, un petit film comme ça. Et en tout cas, au 19e, on jouait facilement, on jouait parfois 4 pièces en un acte, ou une pièce en 3, et 2 en 1, etc. Et ça n'est que récemment. Assez récemment, après la Seconde Guerre mondiale, et même plus récemment que ça. Plus récemment encore, qu'on s'est mis, est-ce pour des raisons économiques, je le soupçonne un peu. Oui, et de lisibilité du spectacle aussi. Oui, on aime bien et alors les spectacles sont beaucoup plus courts maintenant que jadis, ou naguère. Nous allons revenir dans un instant sur les grands succès qu'ont été évidemment La Dame de chez Maxime, La Puce à l'oreille, etc. en votre compagnie, Henri Gidel. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongée au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand. Et c'est celle de Georges Feydeau qui nous intéresse aujourd'hui sur Europe 1, Franck. Et Georges Feydeau et ses personnages, alors j'ai cité déjà 2 ou 3 fois la môme crevette tout à l'heure. Il faut qu'on vienne sur ce qui est sans doute le chef-d'œuvre de Feydeau, c'est-à-dire La Dame de chez Maxime. Pièce totale, dites-vous, hein, il n'y a pas seulement... Oui, absolument, c'est un petit peu comme le soulier de satin chez Claudel. Ça dure très longtemps, presque 4 heures. C'est la pièce la plus importante, celle qui a eu le plus de succès, celle qui est connue à l'étranger d'une manière incroyable. Moi, une fois, j'étais professeur aux États-Unis et il y avait un certain nombre de délégués de divers pays. Et quand mon tour est arrivé, le président de l'université, you are French, et immédiatement il a levé la jambe. Et allez donc, c'est pas mon père. Pour lui, un Français, c'était un type de La Dame de chez Maxime. Je citais Marianne Chazelle tout à l'heure que nous saluons chaleureusement. C'est elle qui incarnait la môme crevette dans la mise en scène de Cela dit, moi j'aime bien le Dindon, par exemple. On peut préférer certaines autres pièces, comme moi personnellement j'aime beaucoup le Dindon, j'aime beaucoup La Puce à l'oreille. Le Dindon a une très grande unité. C'est ça, d'une très grande efficacité. La Dame chez Maxime, c'est peut-être un peu long, un peu ça s'en va dans tous les sens un peu, oui. Oui, c'est ça. Il y a ce long acte en province. C'est ça. C'est de la satire sociale qui est un peu long. C'est un peu long. Tandis que pour le Dindon et un fil à la patte ou La Puce à l'oreille, il n'y a aucun temps mort, n'est-ce pas? La Puce à l'oreille aurait pu être un immense succès, mais qui a été tué dans l'œuf à la création à cause de la mort de... Oui, mais ça s'est rejoué ensuite, évidemment. Ça a été réparé. Enfin, pour Feydeau, ça a été un coup dur. Pour Feydeau, absolument, ça a été un coup dur, parce qu'il comptait beaucoup sur les performances d'un de ses acteurs. Alors nous avons parlé à mots couverts, mais assez clairement quand même, Henri Gidel, de ses déboires conjugaux, et donc après cette séparation avec sa femme Marianne, qui va conduire d'ailleurs à un divorce, il se met à écrire des pièces qui sont des drames conjugaux, plus court, beaucoup moins fondé sur le comique de situation et beaucoup plus sur... on entre là dans la comédie de mœurs. Oui. C'est toute une série, donc il y a On purge bébé, Occupe-toi d'Amélie, enfin tous les... Oui, Léonie, on avance, il y a 5 pièces que j'appelle des farces conjugales. C'est ça. Elles sont uniquement consacrées, ces pièces, aux démêlés conjugaux dans leur côté sordide, et ça peut être considéré. Elles sont très fortes, ces pièces, c'est très belle. Le texte est peut-être encore plus beau, du reste. Le texte est peut-être encore plus beau, et elles sont
elle montre des couples qui se déchirent, qui ne s'entendent pas, et on peut avoir deux lectures. On peut en voir le côté amusant, le côté pittoresque de ces disputes, mais où il n'est pas interdit d'en sortir le côté tragique, la mésentente entre deux époux qui s'installe, et le caractère sordide des querelles qui se nouent. Et on a l'impression que, peut-être sous l'influence, alors non seulement de sa situation privée, mais aussi de la Première Guerre mondiale, Feydeau se modernise d'un coup. Les sujets qu'il aborde sont sans doute plus proches de nos préoccupations, la façon de les aborder est moderne. Il y a peu de comédiens, il y a souvent un grand acte. On a des pièces qui ressemblent davantage à notre théâtre contemporain. C'est vrai. C'est-à-dire que vous savez, en fait, il avait écrit une quantité de vaudeville, il en avait un petit peu assez. C'est ça. C'est-à-dire que c'est peut-être pas tellement pour faire plus moderne, c'est peut-être parce qu'il avait envie de faire autre chose, parce qu'il en avait assez de faire toujours les mêmes structures, les mêmes choses. Et puis alors il a profité un petit peu pour vider son sac, et il est bien évident que ces querelles conjugales, ce sont en partie les siennes. Bien sûr. Et il y a pas mal de mots dans ces querelles, il y a pas mal de souvenirs de ces propres querelles qu'il avait avec Il y a même Marianne. une pièce totalement autobiographique, mais que finalement il ne donnera pas au public, mais dans laquelle on pourrait retrouver exactement son histoire, en fait, dans les tout derniers textes. De ce côté-là, il préfère le garder par devers lui. Il préfère le garder pour lui, oui, absolument. Il tombe malade encore très jeune, en fait. Il est atteint de la syphilis, et on voit son esprit commencer à s'égarer, en fait. On voit son esprit commencer à s'égarer. Et alors, justement, figurez-vous qu'on sait comment il a attrapé la syphilis. Figurez-vous que, comme vous l'avez très justement dit, que lorsqu'il était au Terminus Saint-Lazare, qui est actuellement d'ailleurs le grand hôtel Concorde Saint-Lazare, Concorde, là, il s'était, comment dirais-je, il s'était spécialisé dans les petits groupes il aimait les liftiers. Et alors, il apprend qu'aux Folies Bergères, ou je ne sais où, au Casino de Paris, il y avait une espèce de revue qui mettait en scène une vingtaine de petits grooms qui jouaient une espèce avec de des boutons dorés. Alors immédiatement, son sang ne fait qu'un tour, il y court, et il aperçoit un des groupes qui lui plaisait particulièrement. Il se fait connaître, et malheureux, mais il se trouve que ce n'est pas un garçon, c'était une jeune fille qui ont remplacé. Au milieu des 20 garçons, il y avait une fille danseuse. Vous voyez l'équivoque de ses goûts. Et il tombe sur la jeune fille, il dit tant pis, c'est une fille, c'est rien. Mais il aurait mieux fait de s'abstenir, parce que c'est elle qui lui a communiqué la syphilis, dont il devait mourir. Il va mourir au sanatorium dans une maison de repos de Rueil-Malmaison. Il reçoit d'ailleurs un journaliste que son fils lui amène, parce qu'en fait on essaie de continuer à l'entretenir dans son passé, dans ce qu'il a été, etc. On essaie tout simplement de lui présenter un peu de variété. Et ce journaliste se présente et il lui parle, parce qu'on est en 1919, de la fameuse affaire Corneille-Molière, qui est, vous savez, ici un de nos grands sujets. Et alors, très curieuse, dit Feydeau, cette thèse de Pierre Louis qui prétend que les chefs-d'œuvre de Molière seraient de Corneille. Et elle ne vous a pas convaincu, demande le journaliste. Oh non, bien sûr. D'ailleurs, où en serions-nous si un écrivain venait demain nous démontrer que les pièces de Corneille sont de Molière? Je trouvais que c'était une petite pierre dans mon jardin et qui était assez bien dans l'esprit de Feydeau. Il meurt dans des circonstances bien tristes, il faut le dire. Bien triste. Vous savez qu'il était au sanatorium, il est trouvé en même temps que le président Deschanel. Vous savez, celui qui était descendu. Oui, le président Deschanel, oui. Et alors il disait, on se moque de moi, disait Feydeau, parce que je me prends pour Napoléon III, mais regardez le monsieur qui est à côté de moi, il se prend bien pour le président de la République. En fait. Puisque vous parlez de train, tiens, j'en profite, c'est la toute fin de cette émission, j'en profite, Henri Gidel, pour signaler que notre train Littérature, après être passé dans les 12 villes de France qu'il devait visiter, est de retour à Paris. Donc, il est de retour Gare du Nord cet après-midi, où je vais me rendre aussitôt après cette émission d'ailleurs. Donc, c'est l'occasion pour les auditeurs d'aller voir ceux qui n'ont pas vu cette exposition sur les supports de l'écrit avec des manuscrits
manuscrits extraordinaires avec des incunables, avec toutes sortes de trésors nationaux. Ça s'appelle donc Le Train à vous de lire littérature et c'est jusqu'à ce soir seulement. Donc il faut s'y précipiter. Merci beaucoup Henri Ginel. Je vous en prie. Feydeau dans la série Grande Biographie, c'est chez Flammarion, c'est une très belle réédition. On plonge non seulement dans la vie captivante du personnage, mais dans toute cette époque que vous savez faire si bien revivre. Merci beaucoup.